Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bon, une précision d'abord. Pour M. Trudeau, il n'est pas question de former un gouvernement de coalition. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin de former une coalition dans l'état actuel des choses. Il n'y a pas besoin de le faire, non. Et puis en plus, au Canada, au niveau fédéral, ça s'est produit seulement une fois en 1917 qu'on a eu un gouvernement de coalition. Alors, il y a seulement un précédent. C'est pas un problème en soi sur le plan constitutionnel de faire. Mais quand on n'a pas besoin de le faire, c'est quand même mieux de ne pas le faire parce qu'il y a moins de, ça va créer moins de, je pense, de bisbilles. Et puis aussi, ça ne donnera pas des munitions aux conservateurs qui vont dire « Ah ah, on vous l'avait dit qu'il y aurait une coalition ». Donc, ils n'en ont pas besoin. Et puis, je pense que c'est une sage décision de leur part. Oui, en fait, quand on regarde les chiffres, il y a eu 14 gouvernements minoritaires au Canada. Et de tous les gouvernements minoritaires, c'est celui-ci qui a décroché le plus grand nombre de sièges, à 157. Donc, même si, ironiquement, on le sait, au chapitre du vote populaire, c'est lui qui en a obtenu le moins de l'histoire avec 33 %. Donc, une minorité quand même forte, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de former de coalition. C'est ça? Non, écoutez. Plusieurs choses ici. Premièrement, les libéraux peuvent vraiment s'entendre avec l'UNPD ou avec le Bloc sur certains projets législatifs. Et ça, c'est assez le soutien soit du NPD ou du Bloc pour gagner un vote de confiance ou adopter des législations. Bon. Et puis en plus, pour faire tomber le gouvernement, à cause du nombre de sièges des libéraux à 157, il faudrait que les conservateurs, le Bloc et le NPD en même temps décident de battre les libéraux et donc de créer les conditions pour des élections. Alors ça serait assez difficile. Il faut vraiment que les trois partis, durant un vote de confiance, décident de s'allier, décident que pour eux, c'est dans leur intérêt, aux trois partis, de faire tomber les libéraux. Donc, ça pourrait durer assez longtemps comme gouvernement minoritaire, justement à cause du grand nombre de sièges libéraux, ce qui les place dans une position de relative force. Évidemment, c'est pas la même chose que quand c'est un gouvernement majoritaire. Majoritaire, c'est sûr. Il faut qu'ils parlent aux autres partis. Il faut qu'ils s'entendent avec au moins un parti à la fois sur des enjeux législatifs, sur le discours du trône, etc. Mais ils sont quand même dans une position de force. Il ne faut pas oublier aussi que le NPD, financièrement, ils sont dans une position assez désastreuse. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le Bloc n'est pas très riche non plus. Donc, pourquoi eux voudraient aller en élection? Ils doivent ramasser des sous, ils doivent se réorganiser. Ils peuvent faire d'élections rapidement, de leur point de vue. Puis en plus, les Canadiens, on le sait, n'aiment pas aller aux urnes trop fréquemment. Donc, je pense qu'on a des conditions là qui sont, je dirais, des conditions propices pour un gouvernement minoritaire qui pourrait durer au moins 18 mois, 2 ans, ou peut-être même plus. Donc, des conditions gagnantes pour que peut-être ça dure un peu plus que 2 ans. Il faudra voir. Maintenant, Daniel, sur la composition du cabinet de M. Trudeau, il a annoncé un cabinet qui va être assermenté le 20 novembre. Justin Trudeau a fait élire aucun député en Alberta et en Saskatchewan. On le sait, former un cabinet, c'est complexe. Il faut que toutes les régions du pays soient représentées. Est-ce que le premier ministre pourra aller piger au Sénat pour monter son conseil des ministres? C'est une possibilité? Oui, vous savez, il y a des précédents, évidemment, il y a longtemps, mais le plus récent pour ce qui est du Sénat, c'est Michael Fortier en 2006. Donc, au Québec, il y avait des députés conservateurs qui avaient été élus après l'élection de 2006, mais il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on appelle du matériel ministériel, de gens qui avaient les capacités pour vraiment des ministres un peu étoiles, là. Donc, on est allé chercher Michael Fortier pour vraiment mieux représenter le Québec dans le premier cabinet Harper. Et puis, la convention, c'est que, si on n'est pas un député à la Chambre des communes puis qu'on devient qu'on entre au cabinet comme ministre, on peut le faire, mais à la première occasion, lors de la prochaine élection, il va falloir que cette personne-là, si elle veut rester au cabinet après, qu'elle se présente dans un comté et qu'elle essaie de remporter donc le vote populaire. Michael Fortier avait essayé ça en 2008, il avait perdu, et donc après ça, il n'était plus au cabinet. On pourrait imaginer des scénarios, donc oui, un sénateur déjà établi, on pourrait aussi nommer quelqu'un au Sénat et en même temps nommer cette personne au Conseil des ministres. Cabinet, au Conseil des ministres. Mais aussi, il y a une autre possibilité. On l'avait fait avec Stéphane Dion, je pense que c'était en 96, où on avait nommé Stéphane Dion au cabinet, puis ensuite, il s'était présenté dans une élection partielle, pas longtemps après.
Ouais. Mais là, le problème, c'est que s'il y avait une élection partielle en Alberta ou en Saskatchewan, je ne sais pas vraiment si les libéraux pourraient remporter un siège. Alors, ça poserait un problème pour les libéraux. Donc, le Sénat, c'est probablement la meilleure voie, mais il y a un problème. Oui, Le parce que problème, ben, oui, en fait, le problème, c'est que M. Trudeau, justement, nomme des sénateurs indépendants. Il s'est même voilà, débarrassé de sénateurs libéraux après son élection en 2015. voilà, voilà. Est-ce qu'il va être capable de trouver des candidats au Sénat pour former son Conseil des ministres? C'est la question que plusieurs se posent. Ben, il pourrait nommer des gens au Sénat qui seraient indépendants au Sénat, mais qui siégeraient, qui feraient partie du cabinet libéral. On pourrait aussi imaginer des ministres qui ne feraient pas partie du cabinet. Enfin, il y a toutes sortes de scénarios possibles, mais c'est sûr que le fait qu'il ait dit ben, les sénateurs maintenant libéraux sont plus libéraux, sont indépendants, ça crée une sorte de dissonance entre cette situation-là au Sénat, puis l'idée, donc, qu'on aurait un membre du Sénat qui ferait partie du cabinet libéral, donc au gouvernement. Donc, c'est sûr que ça crée une dissonance. Je ne pense pas que ce soit impossible d'imaginer un scénario comme ça. Ce qui est certain, c'est que, bon, il n'y a pas de loi là, qui dit il faut qu'il y ait un membre, il y ait quelqu'un à la table là, du Conseil des ministres qui soit de l'Alberta ou de la Saskatchewan. Mais politiquement, déjà qu'il y a des tensions importantes Oui. entre les premiers ministres de la Saskatchewan, de l'Alberta et Justin Trudeau, et aussi le fait qu'il n'y a aucun député libéral dans ces deux provinces-là, surtout en Alberta, quand même la quatrième province en importance sur le plan démographique. Je pense que ça va de soi qu'il faut qu'il essaie de faire quelque chose et d'avoir au moins un Albertain au Conseil des ministres, ou en tout cas un ministre albertain. Bon, justement parce qu'il y a des dossiers chauds qui attendent M. Trudeau avec son gouvernement minoritaire, entre autres le problème avec la taxe sur le carbone qui est contestée par des provinces, l'expansion de Trans Mountain en Alberta. Il va devoir, vous venez de le dire, affronter des premiers ministres comme M. Ford, comme Jason Kenney. Quel est, selon vous, le plus gros défi qui attend Justin Trudeau au cours des prochains mois? Oui, je pense que le plus gros défi, c'est l'Alberta et la Saskatchewan, l'absence de représentation libérale dans ces deux provinces-là. Je pense pas qu'il y ait un gros défi au Québec. Les libéraux ont eu plus de sièges que le Bloc, remporté aussi en termes de vote populaire plus que le Bloc. Donc, le retour du Bloc, c'est un phénomène important et ça joue un rôle important dans la campagne parce que sans la remontée du Bloc, les libéraux auraient sans doute eu un gouvernement majoritaire. Et donc, le Bloc, c'est pas une menace à court terme. Je pense surtout qu'ils n'ont pas vraiment besoin du Bloc pour gouverner parce que s'ils peuvent s'entendre avec l'UNPD. Donc, je pense que c'est plus l'attention, c'est vers l'ouest, surtout l'Alberta. Et puis, on a deux premiers ministres provinciaux là qui attaquent sans relâche Justin Trudeau, qui l'ont fait par le passé, qui veulent continuer à le faire. Ça, c'est un jeu dangereux, je pense, en termes d'unité nationale. Et puis, donc, c'est un défi majeur. Puis la question des pipelines aussi. Pour ce qui est de la taxe sur le carbone, on a vu l'approche là, au Nouveau-Brunswick. On dit, ah oui, bon, finalement, on va se débrouiller, on va essayer de faire quelque chose. On voit l'Ontario, le ton a changé quand même aussi un peu avec Doug Ford qui s'est caché durant la campagne parce que les conservateurs ne voulaient pas trop le voir, surtout associé à Jason Kenney. Mais ça n'a pas trop fonctionné en Ontario pour les conservateurs. Mais à part Scott Moe, parce qu'on voit aussi au Manitoba, le premier ministre Palliser, bon, il a l'air d'être assez conciliant, quand même pas nécessairement sur la taxe sur le carbone, mais son ton en général. Donc, si c'est seulement l'Alberta et la Saskatchewan qui se mobilisent contre la taxe sur le carbone, deux provinces pétrolières, ça va être plus facile pour Justin Trudeau que si tous les premiers ministres provinciaux conservateurs, plus évidemment la Saskatchewan, c'est pas officiellement conservateur avec un C majuscule, mais c'est conservateur avec un C minuscule, là, c'est à droite. S'il y en a seulement deux provinces qui s'y opposent, c'est moins pire. Parce que là, il y avait des gens, par exemple, qui pensaient, les conservateurs là, au niveau provincial et fédéral, ils se disaient, ouais, mais Justin Trudeau, on va s'en débarrasser. Ils pensaient qu'il y avait une chance de l'emporter. Il y avait une chance, mais ça n'a pas marché. Fait que là, il faut faire avec. Sauf en Alberta, en Saskatchewan, il n'y a aucun député libéraux où il y a un problème de légitimité pour Justin Trudeau et où le nom Trudeau est synonyme de conflit avec Ottawa. Les gens, on leur rappelle toujours le souvenir du programme national de l'énergie du père, de Trudeau père. Et l'aliénation de l'Ouest, ça revient, mais c'est pas l'aliénation de l'Ouest, c'est pas
la Colombie-Britannique, en ce moment, ou le Manitoba, c'est vraiment l'Alberta et la Saskatchewan. Bon, il nous reste peu de temps, Daniel, en 1 minute, parce que M. Trudeau va quand même avoir affronté les premiers ministres provinciaux qui sont forts. On parle de M. Kenney, on parle de M. Ford. Ouais. Il y a des analystes qui estiment que Justin Trudeau a été gaffeur, hésitant pendant les 4 ans où il y avait les pleins pouvoirs à Ottawa. Maintenant qu'il est minoritaire, quel pourrait être son plus gros défi? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça pourrait vraiment être difficile pour Justin Trudeau? Est-ce qu'il s'achemine vers des moments de tourmente, compte tenu du passé, de ce qu'il nous a montré dans les 4 dernières années? Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Je pense que c'est pas juste Justin Trudeau. Il faut faire attention dans notre système. C'est sûr que le premier ministre joue un rôle vraiment central dans notre système, mais c'est aussi une question d'équipe. Il va falloir qu'il y ait une équipe qui soit vraiment disciplinée, puis aussi qui suive les règles. Il ne faut pas là, de quelque chose comme SNC-Lavalin qui se reproduit. Surtout que maintenant, vous savez, avec un gouvernement minoritaire, les libéraux vont avoir moins de contrôle sur les comités à la Chambre des communes. Hein? Donc, les rapports de pouvoir changent non seulement sur à la Chambre des communes en tant que telle, là, mais aussi en matière de comité. Donc, il va falloir être très discipliné. Stephen Harper, lui, avait réussi, durant ses 2 mandats comme premier ministre sous des gouvernements minoritaires, à vraiment avoir la discipline de faire. Et ça leur a permis, je pense, ça les a aidés à vraiment... À gérer dans la minorité. Donc, à gérer dans la minorité et ensuite préparer le terrain pour une majorité. Est-ce que Justin Trudeau va être capable d'avoir cette poigne de fer-là? On ne sait pas. Alors, c'est à suivre, mais ça va être la discipline qui va être de cours. Merci beaucoup, Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill. Bye-bye. À la prochaine. Merci. Merci, à vous, au revoir. au revoir. Merci.